Vous savez ce qui est fascinant dans les crises mondiales, c'est que les moments qui ressemblent le plus à une bonne nouvelle sont souvent ceux qui cachent les tensions les plus dangereuses. Et en ce moment, il y a une annonce qui fait le tour des médias internationaux. Une annonce que tout le monde interprète comme un signal d'apaisement. L'Iran vient d'annoncer la réouverture du détroit d'Ormuz. Donald Trump a réagi presque immédiatement. Et à première vue, on pourrait se dire, très bien, la crise est terminée. Passons à autre chose. Mais attends, parce que pendant que l'Iran annonce cette réouverture, les États-Unis maintiennent un blocus total contre les ports iraniens. Aucune levée de sanctions, aucun recul, zéro. Alors la vraie question se pose, est-ce qu'on se dirige vraiment vers une escalade ou est-ce qu'on entre dans une nouvelle phase, peut-être encore plus complexe, du bras de fer entre Washington et Téhéran? Et surtout, parce que c'est ça qui m'intéresse vraiment, qui contrôle réellement le jeu dans cette région, qui tient toute l'économie mondiale en otage? Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui, ça concerne directement le prix du pétrole, la stabilité économique mondiale. Et oui, ça concerne aussi l'Afrique plus que tu ne le crois. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on pose les bases. Parce qu'on parle beaucoup du détroit d'Ormuz en ce moment. Mais très peu de gens comprennent vraiment ce que c'est et surtout ce que ça représente. Le détroit d'Ormuz, géographiquement, c'est un couloir maritime. Un passage étroit situé entre l'Iran au nord et les Émirats arabes unis et Oman au sud. À son point le plus serré, il fait environ 33 km de large. 33 km, c'est à peu près la distance entre deux villes moyennes. Et pourtant, par ce couloir de 33 km, passe environ 20% du pétrole consommé sur toute la planète. Chaque jour, sans interruption. Tu verras ce que ça veut dire concrètement. L'Arabie Saoudite, les Émirats, le Koweït, l'Irak, tous ces géants pétroliers du Golfe, pour exporter leur pétrole vers l'Asie, vers l'Europe, vers le reste du monde, ils n'ont qu'un seul passage obligatoire, un seul, et il est littéralement bordé par l'Iran. Donc, quand Téhéran dit on ferme le détroit, ce n'est pas une menace symbolique, c'est une menace existentielle pour l'économie mondiale. Les prix du pétrole peuvent doubler en quelques heures. Les marchés financiers s'effondrent. Les pays importateurs et parmi eux beaucoup de pays africains se retrouvent immédiatement en difficulté. C'est pour ça que le détroit d'Ormuz n'est pas juste un point sur une carte maritime. C'est un levier de pouvoir, une arme géopolitique que l'Iran utilise depuis des décennies pour peser dans les négociations internationales. Et aujourd'hui, Téhéran annonce que ce levier est relâché, que le détroit est ouvert. Mais à quelles conditions? L'annonce a été faite par Abbas Aradi, le ministre des Affaires étrangères iranien. Et ces mots ont été choisis avec une précision chirurgicale. Selon lui, le détroit d'Ormuz est désormais totalement ouvert. C'est ce que les médias ont retenu. C'est ce que les marchés ont voulu entendre. Et c'est ce qui a provoqué un léger souffle de soulagement dans les capitales occidentales. Mais si tu lis entre les lignes, et c'est exactement ce qu'on fait ici, l'annonce iranienne est beaucoup plus limitée qu'elle n'y paraît. Premièrement, l'ouverture concerne uniquement les navires commerciaux. Les navires militaires étrangers, eux, restent interdits de passage. Autrement dit, l'Iran maintient un contrôle total sur la dimension sécuritaire de la zone. Il décide qui passe et qui ne passe pas. Deuxièmement, c'est encore plus important. Cette ouverture est conditionnelle. Elle dépend directement du maintien d'une trêve entre Israël et le Hezbollah au Liban. Ce qui veut dire que si cette trêve s'effondre et les trêves au Moyen-Orient ont une fâcheuse tendance à s'effondrer, le détroit peut redevenir une zone de tension du jour au lendemain. Alors, on n'est pas dans une paix, on n'est pas dans une escalade réelle, on est dans ce que les diplomates appellent un équilibre précaire, un équilibre dans lequel chaque acteur garde ses cartes en main, sans en jouer aucune définitivement. Ce que fait l'Iran ici, c'est du calcul stratégique pur. Il envoie un message au monde entier. On est capable de calmer le jeu, mais uniquement à nos conditions et uniquement quand ça nous arrange. C'est une posture de puissance et il faut la lire comme telle. Maintenant, regardons la réaction américaine, parce qu'elle est, je pense, l'élément le plus révélateur de toute cette séquence. Quand l'annonce iranienne est tombée, Donald Trump a réagi et sa réponse tenait en un seul mot: merci. Un seul mot. Sur ses réseaux sociaux, merci. À première vue, on pourrait y voir un geste d'apaisement, un signe que les deux parties cherchent à désamorcer la crise. Mais si tu regardes ce que fait l'administration américaine en parallèle, tu comprends que ce merci n'a rien d'une concession. Le blocus américain contre les ports iraniens, lui, est toujours en vigueur, totalement. Aucune marchandise iranienne ne passe. Aucun navire iranien n'est autorisé dans les ports alliés. L'étranglement économique de l'Iran se poursuit à plein régime et Trump est très clair là-dessus. Le blocus ne sera levé que lorsqu'un accord complet et véritable sera signé.
pas avant, pas d'exception, pas de gestes de bonne volonté en échange de gestes de bonne volonté. C'est une stratégie américaine classique qu'on a vu fonctionner et parfois échouer dans de nombreuses négociations. On accepte les concessions de l'adversaire, on les salue publiquement, mais on ne relâche jamais la pression économique. On continue d'étrangler, doucement, méthodiquement, jusqu'à obtenir exactement ce qu'on veut. Et c'est ce que veulent les États-Unis. C'est un accord sur le nucléaire iranien, un accord complet, sans ambiguïté, avec des inspections internationales et rien d'autre ne sera acceptable. Trump a également affirmé, et c'est là que ça devient intéressant, que l'Iran aurait pris un engagement, ne plus jamais fermer le détroit d'Ormuz et que Téhéran sera actuellement en train de retirer ses mines marines de la zone. C'est une déclaration extrêmement forte, presque trop forte, parce qu'à l'heure où ces mots sont prononcés, aucune preuve indépendante ne vient les confirmer. Aucune image satellite, aucun rapport d'organisation internationale, aucune confirmation iranienne officielle de cet engagement. On est dans une guerre de communication. Et dans une guerre de communication, les deux camps disent ce qui les arrange. Le vrai état de la situation, lui, est quelque part entre les deux. Pendant que les États-Unis et l'Iran jouent leur partie à deux, l'Europe essaie, elle aussi, de trouver sa place dans ce dossier. Autour d'Emmanuel Macron, du Premier ministre britannique Keir Starmer, une réunion internationale de grande envergure a été organisée. 49 pays représentés. C'est une mobilisation diplomatique significative, il faut reconnaître. L'objectif de cette réunion était concret. Mettre en place une mission internationale neutre de sécurisation du détroit d'Ormuz. Des navires de plusieurs nations agissant sous un mandat collectif pour escorter les bâtiments commerciaux, surveiller la zone et surtout éviter que le moindre incident ne dégénère en crise ouverte. Plusieurs pays ont déjà exprimé leur volonté de participer. Le principe d'une présence internationale neutre a été jugé raisonnable par la majorité des participants, sauf un pays. Les États-Unis ont dit non. Trump a balayé l'initiative d'un revers de main en déclarant simplement que la situation était déjà réglée et qu'une mission internationale n'était pas nécessaire. Mais soyons honnêtes, derrière ce refus, il y a une logique stratégique très claire. Les États-Unis ne veulent pas partager le contrôle de cette zone, pas avec l'Europe, pas avec une coalition internationale, pas avec qui que ce soit. Le détroit d'Ormuz pour Washington est une zone d'influence américaine. Le fait de maintenir une présence militaire dominante dans le Golfe Persique, c'est ce qui permet aux États-Unis de peser sur les prix du pétrole, sur les équilibres régionaux, sur les décisions de leurs alliés Golfe. Laisser entrer une mission européenne autonome, c'est accepter de partager ce levier. Et ça, ce n'est pas dans la culture stratégique américaine. Ce refus crée donc une fracture claire, visible, entre deux visions du monde. L'Europe dit la stabilité de cette région est un bien commun et elle doit être gérée collectivement. Les États-Unis disent la stabilité de cette région, c'est nous qui la garantissons et nous seuls. Ces deux visions ne sont pas conciliables et cette fracture-là, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle s'approfondit depuis des années. Maintenant, prenons de la hauteur. Parce que si on reste collé aux événements du jour, on risque de rater ce que tout ça signifie vraiment. Ce qui se joue autour du détroit d'Ormuz aujourd'hui, ce n'est pas juste une crise maritime. Ce n'est pas juste une négociation sur le nucléaire iranien. C'est une lutte pour l'architecture du pouvoir mondial dans les prochaines décennies. D'un côté, tu as l'Iran, un pays sous tension depuis 40 ans, qui a appris à survivre sous pression et qui cherche à s'imposer comme la puissance dominante de sa région. L'Iran sait qu'il ne peut pas gagner une guerre ouverte contre les États-Unis, mais il sait aussi qu'il peut rendre la vie extrêmement difficile à ses adversaires en jouant sur les points de vulnérabilité. Le détroit, ses alliés régionaux, ses capacités balistiques. De l'autre côté, tu as les États-Unis, un pays qui reste malgré tout la première puissance mondiale et qui est déterminé à empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Parce qu'un Iran nucléaire, c'est un Iran que tu ne peux plus menacer. C'est un équilibre régional complètement transformé et c'est une paix d'influence américaine massive au Moyen-Orient. Et entre les deux, il y a l'Europe qui essaie de garder un espace de dialogue, de prévenir l'escalade, mais qui manque des moyens militaires et de la volonté politique pour s'imposer comme cœur incontournable. Et au-delà de l'Europe, il y a le reste du monde. La Chine qui achète du pétrole iranien malgré les sanctions. L'Inde qui surveille la situation de près. Et les pays africains qui dépendent des importations pétrolières et qui ressentent directement dans leur quotidien chaque soubresaut de cette région. Alors, où en est-on vraiment? Le détroit d'Ormuz est ouvert, c'est un fait et c'est une bonne chose, mais le blocage américain contre l'Iran est toujours en place. Les tensions de fond ne sont pas évaporées. Les ambitions nucléaires iraniennes ne sont pas abandonnées et la rivalité entre Washington et Téhéran, elle est intacte. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est une pause, une respiration dans un conflit qui dure depuis des décennies. Une trêve de façade dans laquelle chaque camp continue de jouer sa partition, continue de consolider ses positions, continue de préparer le prochain mouvement. Et la moindre intercelle, un incident naval, un tir de missile, une provocation diplomatique peut suffire à tout faire basculer. Le détroit d'Ormuz n'est pas juste un passage maritime, c'est le pôle de l'économie mondiale. Et ce pôle, en ce moment, bat de
façon irrégulière. Si tu veux continuer à décrypter les grandes dynamiques qui façonnent notre monde simplement et clairement, sans te noyer dans le jargon, abonne-toi à notre chaîne. On est là pour ça. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses vraiment. Est-ce que tu crois que cette trêve va tenir ou est-ce qu'on est juste dans une pause avant une nouvelle escalade? Et toi, qui est-ce que tu penses qui contrôle vraiment le jeu au Moyen-Orient en ce moment?